Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast? Alors n'hésitez plus. Allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci. Bienvenue dans les entretiens Restez dans le flow. Le podcast d'une MeToo où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour Anya. Bonjour Florence. Anya, je t'ai découverte courant 2018 lorsque j'ai commencé à réfléchir à mon podcast Rester dans le flow. Je suis tombée sur l'un de tes articles à l'époque, mais il était encore trop tôt pour moi pour lire plus avant l'histoire des autres et je l'ai laissé de côté. Et puis, grâce à une ONG féministe que je suis depuis son lancement, le Salon des Dames, et une jeune fille de 16 ans, Tilal, qui a participé à un concours de plaidoirie sur le thème des droits de l'homme en avril dernier en remportant le premier prix avec son texte « Femmes, violées et société », je suis retombée sur ton blog « Les Résilientes », car tu as partagé son magnifique texte. Et là, je me suis dit qu'il était temps que je te lise, puis que je te contacte. Il fallait que de lectrice d'un blog dans lequel je me reconnaissais, nous passions au stade de la rencontre, après avoir moi aussi depuis septembre 2018 avancé dans mes projets et fait mon coming out de résiliente à travers ce podcast pour lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors évidemment, tu t'en doutes, du moins tu l'as très vite compris lors de nos premiers échanges, tu m'as touchée parce que nous vivons toutes deux cette phase de sublimation qui vient après la résilience. Ce besoin de traduire d'une manière ou d'une autre ce sentiment de vie que nous avons en nous, que nous portons avec le désir de le partager avec d'autres. Toi à travers le coaching de vie et ton association Les Résilientes, moi avec le podcast Rester dans le flow et qui sait un jour peut-être aussi des conférences. Alors avant que nous n'abordions le sujet qui te tient à cœur, le soutien aux victimes via ton association ainsi que le coaching de vie spécialisé dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, peux-tu nous dire en quelques mots d'où tu viens? Merci Florence de m'avoir invitée. Avant d'arriver au coaching, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans la maroquinerie et j'ai géré une marque de sacs. J'étais créatrice et directrice artistique. Je travaillais avec mon mari pour la marque Sabrina à Paris. Suite à ça, j'ai travaillé 15 ans avec lui et petit à petit, je me suis orientée vers la reprise de mes études. En fait, j'avais besoin de faire quelque chose qui avait plus de sens avec mon histoire. C'est comme ça que j'ai repris mes études l'année dernière. J'ai fait une formation de coaching qui a duré à peu près 1 an et aujourd'hui, je suis coach de vie spécialisée en résilience. C'est pas anodin la résilience. Tu reprends tes études, mais qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir les reprendre justement, ces études? J'ai dû arrêter mes études, mes parents m'avaient demandé d'arrêter. Ils tenaient un atelier de maroquinerie, puis ils avaient pris une boutique en parallèle et m'ont demandé d'arrêter mes études pour tenir la boutique. Donc j'ai accepté, un peu à contre-cœur parce que j'avais pas trop le choix non plus, j'étais l'aînée de la famille. Et je me suis occupée de leur boutique comme ça pendant 6 ans. Et après j'ai rejoint mon mari qui était lui aussi dans la maroquinerie et du coup je l'ai accompagné dans sa marque, le développement de sa marque pendant une 15aine d'années. Mais c'est vrai que si j'avais eu le choix, à 19 ans, j'aurais continué mes études en fait. J'aurais fait des études de commerce, rien à voir avec le coaching. Je pense que j'avais besoin de me réaliser aussi à travers la reprise de mes études, de faire un choix d'un métier qui me passionne et d'aller jusqu'au bout cette fois, de choisir vraiment ma voie, mon activité, que ce soit pas le choix de mes parents ou le choix de ma belle famille, de mon mari. C'est symboliquement fort en fait. C'est pas des études de commerce que tu as repris? Tout à fait. J'ai commencé une thérapie il y a 2 ans en fait, qui a duré 1 an. J'avais des soucis de couple et en fait, du coup, c'est parti d'une thérapie de couple et c'est devenu finalement une thérapie individuelle. Pendant ma thérapie, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même en fait, mes besoins, mes aspirations et ça m'a orientée vers un bilan de compétences. Donc j'ai fait début de l'année dernière, ça a duré 4 mois. Et je cherchais un peu ma voie, je savais que j'avais envie de reprendre des études, mais je savais pas vraiment dans quoi. Je savais plutôt dans l'accompagnement humain, c'est sûr, mais à un moment, je pensais être psychothérapeute, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Et finalement, le coaching, c'est parce que j'ai eu un coup de cœur, en fait. Je suis allée à des portes ouvertes d'écoles, donc je suis allée à des écoles de psy, des écoles de coaching. Et là où je suis allée, c'est la démarche, en fait, qui m'a vraiment parlé. C'est atteindre des objectifs, en fait, dans
Enfin, vraiment, c'est tourné vers l'avenir. Tu vois, la psychothérapie, c'est plutôt résoudre des soucis dans le passé des gens. Et moi-même, j'étais en fin de thérapie et puis je me suis dit, mais je ne sais pas si j'ai envie de suivre plusieurs années des patients voilà, sur des problèmes liés au passé, parce que moi-même, je sors de mon passé. Le coaching, ça me parlait beaucoup parce que c'était vraiment plus dans l'action. Il y avait un mouvement, une transformation, un changement dans la vie. Et c'est ça qui me parlait, accompagner des gens sur le chemin de leur transformation personnelle. Du coup, tu as fait ce choix finalement d'aller de l'avant, d'aider, de te former pour aider les autres à eux-mêmes aller de l'avant, à prendre des décisions. Mais tout ça, ça reste quand même lié à ton passé. C'est bien ce qu'on voit avec ton blog Les Résilientes, par contre. Tout à fait, en fait. Je pense que ces choix de vie, je les aurais pas faits si j'avais pas eu ce passé, j'aurais pas eu la même histoire. J'aurais pas fait ces choix-là. Ça, c'est sûr. Le fait que moi-même, j'ai réussi à surmonter mon passé, j'avais besoin de lui en donner un sens, en fait. J'ai besoin d'aider les gens avec mon histoire, mon parcours. Je pense que ça peut aider des personnes qui passent par les mêmes étapes et qui ont eu les mêmes questionnements que moi à un moment de ma vie, voilà. Voilà, en fait, vraiment, je me cherchais, en fait. Je me dis, mais je sais pas, qu'est-ce que j'aime faire en réalité? Qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie? Est-ce que je me vois faire ce même métier? Ça faisait 20 ans que j'étais dans la maroquinerie. Est-ce que je vais continuer encore 20 ans comme ça? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que le matin, je me réveille? C'est quelque chose qui a du sens pour moi. Et en fait, je me suis questionnée beaucoup comme ça et je me dis, ben, il manque quelque chose, en fait. Alors, mon travail, je l'adorais parce que c'était un travail très artistique. Voilà, je créais des collections, j'avais une équipe à gérer. J'avais beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autonomie. Enfin, voilà, pendant une vingtaine d'années, j'étais hyper contente et puis je travaillais pour mon compte, donc je comptais pas les heures. Mais je trouve que ça manquait peut-être un côté plus humain. Enfin voilà, vendre des sacs aux gens, je vais pas leur dire que ça va les rendre beaucoup plus heureux, quoi. Être heureux peut-être 5 minutes d'avoir un nouveau sac et tout. Et ça, voilà, acheter un produit, ça va pas transformer notre vie en fait. Pas sur le long terme, en tout cas. En tout cas, non, pas pour moi, ça c'est sûr. Mais bon, moi, ça me rend heureuse de m'acheter une robe, un sac, quelque chose qui me fait plaisir. Mais c'est un plaisir qui n'est pas assez durable dans le temps. Ouais, furtif. Et je pense qu'on est tout le temps à la recherche de plaisir comme ça, furtif. Et tandis que quand tu as vraiment une paix intérieure en toi, aujourd'hui, je suis vraiment plus épanouie. Donc c'est vrai que je ressens vraiment ça comme une paix intérieure. Et j'avais envie de communiquer ça, enfin de dire aux gens, ben, moi, de quoi je suis partie, à quoi je suis arrivée, quelles étaient les étapes. Et moi, ça m'aurait tellement aidé en fait d'avoir quelqu'un qui me parle de son parcours et qui me donne de l'espoir comme ça. Ça faisait sens pour moi en fait d'accompagner des personnes sur le chemin du changement parce que moi, ça m'a vraiment passionnée d'apprendre à me connaître, de me trouver en fait. Et je me dis mais je trouve ça tellement cool en fait d'apprendre tout ça de soi. Ça m'a tellement passionnée que je me dis mais je vais aller plus loin. Donc en fait, c'est vrai que la formation au départ de coaching, je l'ai pas fait dans un but en me disant tiens, je vais être coach spécialisé en résilience et tout. Je l'ai fait parce qu'en fait moi-même je suis passionnée de développement personnel et ça m'a tellement aidée dans ma vie. Je me dis ben je fais dans un but de développement perso en fait. La formation de coaching, je fais pour apprendre à mieux me connaître encore moi, pour aller plus profondément dans la connaissance de soi et puis après je me dis je verrai en fait ce que j'en fais si j'ai le diplôme. Mais au départ c'était vraiment pour moi-même. Ça m'amène à te proposer une petite lecture parce que on sait très bien toutes les deux que ce développement personnel t'a amené vers le coaching. Tu l'as décrit dans ton blog Les Résilientes à travers un premier texte qui s'appelle Voyage au bout de la nuit. Tu me dis si tu veux qu'on le lise ou pas. Ah oui, avec plaisir, tant pis. Donc en février 2018, tu racontes ton histoire à la 3e personne. Tu prends cette jeune fille que tu étais, de 15 ans qui en paraissait 12, et de son enfance volée, passant en une nuit de l'autre côté du miroir, basculant trop tôt dans le monde des adultes, comme tu le dis. Mais le violeur ne savait pas que la jeune fille avait un courage et une résistance hors du commun. Elle sortit vainqueur de ce long et douloureux combat contre elle-même. Elle gagna la bataille contre ses démons intérieurs et réussit à surmonter ce passé, à le transcender, à en ressortir grandi. Elle survécut à la nuit, à cette pénombre qui n'était pas si infinie. La nuit noire prit fin et céda sa place au jour qui put enfin se lever. Au bout du tunnel noir, il y avait bien de la lumière. Il lui aura fallu un peu plus de 20 ans pour faire ce chemin qu'elle seule pouvait faire. Aller à la rencontre d'elle-même, apprendre à se reconnaître, apprendre à se connaître, s'apprivoiser, vivre en paix avec elle-même, s'accepter dans la bienveillance, découvrir des ressources infinies en elle.
ressentir l'amour de la vie, découvrir sa capacité de résilience et se libérer enfin. Ça, c'est un très beau passage de ton texte que tu as publié au début en lançant ton blog. Oui, c'est un texte qui date d'un peu plus d'1 an et je suis très émue en fait de l'entendre parce que je l'ai pas relu en fait depuis que je l'ai publié. En fait, je relis rarement mes textes. Du coup, je suis vraiment émue d'entendre ces mots-là que je sais que c'est moi qui les ai écrits, mais ça fait étrange de les entendre lire. Et tu disais, tu l'as écrit à la 3e personne Oui. parce qu'en fait, tu as raconté ce conte. C'est comme ça que tu as raconté ton histoire à tes enfants. Tout à fait, en fait. Je l'ai écrit de la même façon en fait que je l'ai raconté à mes enfants. Donc mes enfants, j'aurais dit aussi l'année dernière. Et j'aurais raconté sous la forme d'un conte. Donc j'ai repris cette forme-là pour l'écrire sur mon blog. Donc je pense que ça devait commencer par Il était une fois, une petite fille de 15 ans, etc. En fait. Je l'ai raconté à la 3e personne, non pas parce que je suis détachée de mon histoire, pas du tout, mais j'estime que c'est l'histoire de l'enfant que j'étais, sous la forme d'un conte. Il y a une morale dans l'histoire, donc et j'estime qu'il y a une leçon de vie à en tirer. C'est pour ça que j'ai raconté à la 3e personne. Mais j'ai dit à mes enfants, mais ce que je veux que vous reteniez l'histoire, en fait, c'est la morale. C'est aujourd'hui, est-ce que je vais mal ? Ben non. Est-ce que je suis heureuse ? Oui. Je ne suis pas déprimée, je vais très bien, en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette histoire, qu'on peut passer par des éléments tragiques dans sa vie qu'on ne choisit pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est celle que je suis aujourd'hui, celle qui est devant vous. Et donc, c'est ça que je veux que vous reteniez. Et c'est comme ça que j'ai raconté aussi sous la forme d'un conte. Et c'est vrai que j'écris rarement à la 3e personne. Je pense que c'est le seul texte sur mon blog qui est écrit à la 3e personne. Ça me paraissait un peu une évidence de l'écrire de cette façon-là. Nos résiliences à toutes les deux sont construites sur quelque chose de très différent. Moi, ça s'est un peu étalé sur le temps. Les viols se sont étalés sur le temps. Toi, c'est vrai qu'en soi, ça fait presque plus penser à, comme à des viols de guerre. Enfin, une enfant qu'on bâillonne, qu'on attache. C'est un événement bien spécifique avec effraction de l'intérieur, c'est-à-dire de la maison. Enfin, il y a vraiment eu effraction dans tous les sens du terme, jusqu'à ta propre personne, avec tes proches, pas très loin, pas dans la même pièce, mais pas très loin, bâillonnés eux aussi. C'est quand même très spécial. Toutes les personnes résilientes ne vivent pas, c'est pour ça que ça me fait penser au drame de guerre, ne vivent pas ces mêmes conditions. Comme une arme de guerre, tu veux dire, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Peut-être que c'est pour ça aussi, enfin, t'as raison, parce que quand je raconte mon histoire, en fait, c'est vrai, bon, je raconte pas à la 3e personne quand je raconte à des amis ou des proches, et donc j'ai l'impression que mon histoire, elle est assez... elle est assez spécifique, comme tu dis, c'est vraiment isolé dans le temps, donc ça s'est passé une fois. Mais je sens qu'il y a... que c'est comme... qu'il y a vraiment une violence, en fait, et les gens, ils ont peut-être du mal à imaginer les conditions dans lesquelles c'est passé. C'est tellement violent pour eux que peut-être le fait d'écrire à la 3e personne, c'est une façon aussi d'adoucir, en fait, les faits, parce que, comme tu dis, c'est vrai, voilà, j'étais séquestrée, ligotée, bâillonnée, voilà, ils étaient armés de couteaux, j'ai cru que j'allais mourir, enfin... Et le fait d'écrire à la 3e personne, j'ai l'impression que c'est moins violent à lire, en fait. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que pour le lecteur, c'est moins violent de lire dans ces conditions que de dire je... Et puis en fait, je sais que c'est mon histoire, mais ce n'est plus celle que je suis aujourd'hui. En fait, c'était moi, enfant, donc c'est pour ça que j'écrivais à la 3e personne. Ce qui s'est passé 25 ans depuis. Et j'ai beaucoup changé, j'ai tout un parcours. Et je trouvais ça étrange de marquer peut-être je, parce que c'est plus celle que je suis, mais c'est moi enfant, donc je l'écris au nom de mon enfant intérieur. Et si on revient un peu sur tu disais tout à l'heure, tu as fait ce travail de développement personnel qui t'amène au coaching, mais tu as parlé de thérapie aussi. Quelle est la thérapie que tu as utilisée justement pour pouvoir ressortir, enfin ce problème quand il est ressorti, enfin ce problème non, ce traumatisme quand il est ressorti, c'était dans quelles conditions ? Tu étais justement en thérapie avec quelqu'un ? C'est quoi, de la psychologie clinique ? C'était un psychologue ? Mon travail de thérapie, c'est ça, avec oui. Moi, c'était une psychothérapeute qui est psychanalyste aussi. Et donc, on faisait un travail... j'ai beaucoup travaillé sur lever le poids de la culpabilité. Voilà. J'ai fait un travail aussi avec mon enfant intérieur. En fait, comment me réconcilier avec mon enfant intérieur. On a fait pas mal de travail. Alors, je pense que c'est... Alors, moi, je suis pas spécialiste, mais c'est des exercices de visualisation. Donc, forme d'hypnose. Je ne sais pas si c'est l'hypnose ericksonienne ou pas, mais c'est la visualisation. Donc j'ai fait beaucoup de travail comme ça et ça m'a beaucoup aidé en fait de me visualiser moi enfant
de me reconnecter à mon enfant intérieur, de me réconcilier avec elle, lui parler, de la prendre dans les bras, etc. Ça, c'était très très fort en fait. Ça m'a vraiment remué de faire ce travail-là. J'étais en larmes à chaque fois que je me reconnectais à mon enfant et je pensais pas, tu vois, que je pouvais ressentir ces choses-là avec. Enfin, j'ai jamais fait ce travail-là en fait avec moi enfant. Tu vois, de Oui, c'est-à-dire que tu as m'imaginer. d'abord été dans le secret pendant Tout à 20 ans fait. avant de pouvoir ressortir tout ça. Ouais, de ressortir ça et de dire à l'enfant que j'étais, mais t'es courageuse, t'es forte, t'es intelligente, je t'aime. En fait, se dire à soi-même je t'aime, c'est pas si facile en fait. Et c'est très puissant, mais je me rappelle que ces exercices-là, ça a eu beaucoup d'impact chez moi en fait quand je faisais mes séances de thérapie. Après, c'est vrai que j'ai lu pas mal de livres, comme tu dis. Enfin, moi, je suis passionnée de développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est vrai qu'en fait, moi, dans ma vie, j'ai une série de deuils dans ma famille à partir de 2012. Donc, 2012 à 2018, j'ai une série de 5 deuils, tous du côté de ma mère. Donc, c'était un par an. C'était très éprouvant pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à beaucoup me questionner sur moi-même. Et il y a un décès qui m'a beaucoup remuée. C'est parce que j'ai perdu le troisième décès en fait dans la famille. J'ai perdu ma cousine qui était âgée de 15 ans. Et c'est l'âge que j'avais moi-même quand j'ai été violée. Et ça m'a beaucoup renvoyée à moi-même en fait. Donc je me dis, mais elle est décédée des suites d'une leucémie. Et je me dis, bah elle se bat contre un cancer. Et moi, à 15 ans, je me battais contre moi-même, tu vois. Et je me suis dit, mais voilà, elle n'a pas survécu. Et moi, en fait, aujourd'hui, je suis en vie. Et c'est à partir de là, je me disais, mais et moi, j'ai la chance d'être en vie et qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie, en fait. Et ce passé-là, en fait, alors j'y pensais pas tous les jours, mais c'est un boulet que je traînais, en fait. Et je me dis, mais voilà, moi, j'ai la chance d'être en vie, mais ce passé-là qui me pèse et je suis pas morte. Et qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Est-ce que j'ai envie de continuer à subir des choix que je ne fais pas ou des choix que des autres font pour moi? Et c'est ça qui m'a beaucoup remué, les décès. Et c'est là que j'ai commencé à lire beaucoup de livres de développement personnel. Et ça m'a énormément aidé à me reconnecter en fait à moi-même, à mes besoins, mes désirs. Et jamais je me posais la question, mais qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je refuse dans la vie? À quoi j'aspire et tout. Ben, jamais je me posais ce genre de questions en fait. Si on me disait fais ça, c'est bien pour toi, ah bah ok, voilà. Ou arrête tes études, ben ok. Ou faut faire comme ça, d'accord. Enfin, en fait, je pense que ça m'arrangeait aussi qu'on prenne des décisions pour moi parce que j'avais pas totalement envie de réfléchir. Et puis, moi, à l'époque, j'en veux pas du tout à mes parents parce que j'estime qu'ils ont fait de leur mieux. Et puis, moi-même, j'ai accepté en fait les choix qu'on faisait pour moi parce que je n'étais pas prête à choisir et à réfléchir en fait. Je pense que je mettais mon cerveau un peu en mode pause et ça m'arrangeait de pas trop réfléchir. J'avais ce flow mental et tout. Je ne voulais plus réfléchir, tu vois. C'était c'était plus facile de rester dans ta zone de confort. Ah, tout à fait. Et donc, il y a 2 ans, tu as explosé tout ça et tu es sortie de cette fameuse zone bah, de confort. Voilà. Bah, ça a commencé déjà avec les lectures et tout, ça m'a quand même réveillée. Il y a des fois, je lisais des bouquins, je dis, oh, mais j'ai l'impression que l'auteur, il est en train de sortir du livre pour me donner un message où il a écrit ces lignes pour moi tellement, en fait, c'était fort. Je me dis, mais c'est pas possible, on peut comprendre ce que je ressens actuellement et tout. Donc, j'ai lu beaucoup de livres. Et après, l'étape d'après, c'était commencer ma thérapie. Donc c'est vrai que moi-même, je pense que je serais peut-être pas allée voir une psy pour résoudre ce problème du passé, parce qu'à l'époque, je me dis bon, c'est bon, je peux vivre avec et tout. Mais parce qu'en fait, c'est des problèmes de couple qui m'ont amené à une thérapie de couple. Et là, on a fait 2 séances. Là, à l'époque, je pouvais en parler librement de ce qui m'était arrivé. Et la psy a dit non, mais en fait, faut d'abord régler vos problèmes perso. Donc là, le couple, c'est secondaire en fait. Ça découle des problèmes de couple, ça va découler de vos problèmes perso. Donc aller en thérapie individuelle. Et là, il m'a conseillé à une consoeur. Et je suis allée la voir et ça a tout de suite matché entre nous, en fait. Le feeling est passé. Et là, j'ai tellement j'étais tellement contente d'avoir quelqu'un avec qui parler, en fait, et qui ne me juge pas. Et la chance que j'avais, c'est que la thérapeute qui me suivait, quand je lui racontais mon histoire, elle-même m'a dit qu'elle avait vécu la même chose quand elle était enfant, donc elle avait vécu aussi des violences sexuelles. Et là, ça m'a tellement rassurée, tu sais, qu'elle me dise ça. Je me dis, mais en fait, cette personne-là, elle va pas me juger. Elle va comprendre ce que je dis, elle va pas, non, mais elle me croit, elle me jugera jamais. Et je me dis, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je me sens coupable, honteuse, etc. Je sais qu'elle va me comprendre et je me suis sentie vraiment tout de suite à l'aise avec elle et je savais que c'était la bonne.
Et c'est comme ça que le feeling est passé et je me suis pas trompée. C'est comme ça qu'on a fait un travail ensemble qui a duré 1 an. J'en suis très reconnaissante parce que je pense que sans ce travail de thérapie, j'aurais pas pu aller aussi loin aujourd'hui. Et je pense que sans ce travail de thérapie, je n'aurais pas pensé à faire un bilan de compétences, à me questionner sur ma vie, à reprendre des études, etc. C'est parce que ça m'a tellement apporté en fait de lever le poids de la culpabilité et de me dire en fait je peux choisir ce que je veux faire de ma vie et que j'ai le droit en fait et je me donne l'autorisation de le faire. Ça m'a ouvert le champ des possibles, vraiment. C'est marrant, je m'attendais pas du tout à ce que tu parles du fait que la thérapeute elle-même ait été victime et échangé à ce propos avec toi. Je trouve ça étonnant. Enfin, je me remets dans un contexte, est-ce que moi, avec une cliente, j'aurais parlé de ce fait-là? J'avoue que non, mais ouais, ça m'étonne assez. Mais toi, ça t'a rapproché d'elle. Je pense que ça je a me suis permis sentie comprise. Le travail, ouais, parce que dès la première séance, du coup, je lui ai raconté pourquoi je venais, que j'ai essayé de faire une thérapie de couple et que la thérapeute m'a conseillé de la voir, etc. Puis après, je lui ai raconté pourquoi je fais une thérapie, parce que j'ai ce problème-là de mon passé que je veux vraiment résoudre définitivement. Et c'est dès la première séance, à la fin de la séance, elle m'a dit, bon, elle m'a pas non plus raconté son histoire, enfin, elle m'a juste dit qu'elle était victime elle-même de violences sexuelles dans son enfance. Et je pense, enfin, je me suis sentie en confiance avec elle, en fait. Alors, je sais pas si elle a dit pour que je me sente en confiance ou c'est parce que peut-être que mes mots l'ont touchée, elle avait envie de me partager ça, je sais pas. Mais c'est le fait qu'elle me dise ça, ça m'a tellement aidée, en fait. Et je me suis dit, je sais que j'ai pas besoin de chercher quelqu'un d'autre, je sais que c'est la bonne. Et j'ai vu ça comme un signe, tu vois. Quelqu'un me dise, je me dis, mais quelle est la probabilité que je tombe sur une thérapeute qui me dise ça, en fait, qui me dise ces mots, en fait, que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Et de voir, en fait, que c'est une femme qui va bien et qu'elle-même, elle me racontait son parcours, qu'elle avait aussi un parcours avant et qu'elle avait repris des études, qu'elle était devenue thérapeute, etc. Et je trouvais ça tellement cool. Je dis, mais en fait, on peut reprendre des études, tu vois, 40 ans. J'ai dit, finalement, il n'est pas trop tard. Et dans ma tête, tu vois, j'étais persuadée que, non, c'est trop tard, on peut pas reprendre ses études, on peut pas... Puis je disais, non, en fait, j'ai pas tellement de compétences. Enfin, j'ai des compétences dans mon travail, la maroquinerie, la création de sacs, mais vous ne voyez pas faire autre chose parce que je me dis, de toute façon, j'ai pas de diplôme, enfin, j'ai juste un BTS, mais je me dis, j'ai pas fait une école de commerce, j'ai pas fait des grandes études, etc. Donc, je me sentais pas légitime pour faire autre chose. Le fameux syndrome de l'imposteur, après. Alors, si on vient à parler de ton travail et de ton association, donc comme je l'ai dit, tu as créé le blog Les Résilientes et puis très rapidement, tu as créé l'association Les Résilientes, et qui est un lieu d'entraide, de bienveillance, comme tu le dis, et de partage entre des résilients et des résilientes. Je dis des résilients à propos, parce qu'on y reviendra plus tard. Oui. Et comme tu le dis, on choisit de parler et de ne plus se taire, de libérer la parole, redevenant auteur et acteur de nos vies, maître de notre destin et de notre propre bonheur. Donc, est-ce que tu peux nous parler, nous présenter justement qu'est-ce que c'est les résilientes, qu'est-ce que c'est que ce groupe de parole pour les femmes, et puis depuis très peu de temps pour les hommes aussi. Je vais raconter comment est né ce blog en fait, parce qu'au départ, il y a 1 an et demi, je pensais même pas créer un blog. J'ai écrit ce blog, c'était suite à mon dépôt de plainte. Il y a un an et demi, j'ai porté plainte pour viol sur mineur, et dans mon cas, c'était prescrit. Voilà, donc j'ai fait 11 mois trop tard, mais j'ai vraiment fait pour la reconnaissance du préjudice. Je cherchais pas à me faire justice ou à avoir un procès, c'était pas du tout ça. Et en fait, moi, j'étais auditionnée à la brigade de protection des mineurs. Ça a duré 5 heures, c'était vraiment très éprouvant. Et à la suite du dépôt de plainte, j'ai eu juste un récépissé de dépôt de plainte pour viol sur mineur et j'ai pas eu la copie de ma plainte. Donc, et je me suis sentie vraiment dépossédée de mon histoire. Donc, ils m'expliquaient qu'ils ne donnaient plus de copie à l'époque parce que ils avaient eu des soucis avec d'autres personnes et bon, ça, je l'ai entendu. Et je me suis dit, franchement, j'ai passé 5 heures de ma vie comme ça à auditionner au bureau de la police. Et je me dis, c'est injuste que je sois privée de ma propre histoire. Et du coup, je me dis, c'est pas grave, de toute façon, mon histoire, je la connais, ça m'appartient et dans ce cas, je vais l'écrire, en fait. Et j'avais envie, à ce moment-là, de partager. Je dis, mais dans ce cas, je vais écrire ça sur... alors, avant que ce soit un blog, j'ai écrit dans un cahier, etc. Donc, je me dis, pour pas oublier, mais... Et j'ai écrit des textes comme ça, de tout ce parcours-là, avant le dépôt de plainte, après le dépôt de plainte, etc. J'avais besoin de mettre tout ça, toutes ces idées en ordre sur une feuille. Et un matin, je me suis réveillée, je me dis, en fait, tout ce que j'ai écrit...
en fait, ça me suffit pas que ça reste que dans un cahier comme ça, et j'ai envie de le partager à d'autres personnes. J'ai envie de voir si ce que j'écris, ça résonne pour d'autres personnes, en fait. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon blog en février 2018 et que j'ai commencé à publier. En fait, les articles de blog, c'est ce que j'ai écrit dans mon cahier. Donc, j'ai repris tout ce que j'avais écrit, je les ai découpés sous forme d'articles et c'est comme ça qu'est né le blog. Et au départ, c'est vrai que j'avais pas tellement de lecteurs. C'était d'abord mes amis ou ma famille qui me lisaient. Mais petit à petit, j'ai vraiment eu un lectorat de personnes qui avaient vécu le même type de violence et qui m'écrivaient ou qui me disaient Agnès, ce que t'écris, c'est ce que je ressens. Ou voilà, les mots que tu marques, j'aurais pu les écrire et puis ça résonne pour moi et ça m'a touchée en fait d'avoir des retours de lecteurs ou de lectrices. Et après, j'ai des personnes que j'ai rencontrées qui étaient sur Paris et donc je me suis dit tiens, on va boire un café ensemble et me raconter leur besoin d'en parler. Donc on était 2 au départ et puis elle me disait tiens, ce serait bien qu'on fasse un groupe de parole, qu'on puisse en discuter parce que là tous les 2 tu vas en échange, ça nous fait du bien, mais ce serait bien qu'on soit plus nombreuses. Je dis oui, c'est vrai. Et à l'époque, en parallèle du blog, je faisais des formations dans des associations féministes et je me formais sur tout ce qui était violence sexuelle. Et j'ai fait une série, je pense, de 6 formations auprès du collectif féministe contre le viol. Et une formation qui m'a vraiment passionnée, c'était la création, l'animation de groupes de parole. Et je me suis dit, tiens, en fait, j'ai la formation déjà. Et là, cette personne me donne l'idée de faire des groupes de parole. Je me dis, ouais, pourquoi je ne ferais pas? Parce que j'ai ma formation. Et je me dis, en fait, il manque une structure pour le faire. Parce qu'il faut que j'ai ma propre asso pour le faire. Donc c'est comme ça que j'ai créé mon asso en juillet dernier. Et je me suis dit, après, il s'est passé 1 mois et quelques, il y avait les vacances. Je me dis, en septembre, si je trouve les personnes, parce que 2, c'est pas suffisant pour faire un groupe, mais j'estime que si on est 3 filles, on peut faire un groupe. Si je trouve les personnes, ok, si j'ai l'asso, si j'ai les personnes, si je trouve le lieu, je vais monter mon groupe de parole. Le groupe de parole, ça part d'un constat, c'est qu'à Paris, il y avait quasiment pas de groupe de parole spécifique violence sexuelle. Et donc, c'est vrai que moi-même, j'ai cherché sur Internet, j'en ai pas trouvé. Donc, je me dis, c'est pas possible que dans une grande ville comme Paris, il n'y ait pas de groupe qui existe, en fait, par rapport à d'autres pays anglo-saxons, ou que ce soit en Grande-Bretagne, je sais pas, au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays du monde. Ils sont beaucoup plus avancés que nous pour la prise en charge des victimes. Et à Paris, il y a rien. Je me dis, je trouvais ça aberrant. Je me dis, mais comment c'est possible? Alors, je vais pas dire qu'il y a vraiment rien. Il y a quelques groupes qui sont faits, mais c'est pas des groupes qui sont réguliers, en fait. Mais sur Internet, c'est vrai que j'ai des groupes spécifiques violences sexuelles qui soient réguliers toutes les semaines, toutes les 2 semaines. J'en ai pas trouvé d'autres que mon asso. À moins que ce soit des assos qui n'ont pas de site Internet, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure depuis septembre des groupes de parole. Et du coup, donc à raison d'1 fois par semaine, il y a un rassemblement de personnes victimes qui ont été victimes et qui ont déjà basculé dans une forme de résilience ou pas forcément, qui sont sur le chemin de la résilience. Moi, j'estime qu'à partir du moment où la personne me contacte pour participer à un groupe, la personne fait ces démarches-là, de dire j'ai envie d'aller de l'avant, de me reconstruire, de parler avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose, j'estime qu'on n'est plus victime en fait. C'est qu'on a déjà commencé son parcours de résilience et qu'on est ex-victime. Donc à un moment de notre vie, on a besoin d'être victime, mais dès le moment où on fait la démarche, que ce soit d'intégrer un groupe de parole ou même d'aller voir un thérapeute ou commencer à en parler, etc., de se libérer par la parole, j'estime qu'on n'est plus victime. Bon, ça, c'est mon point de vue à moi. Et les groupes, en effet, je les anime maintenant toutes les semaines. Donc au départ, quand j'ai commencé en septembre, je faisais un groupe tous les 15 jours parce qu'on n'était pas assez nombreuses pour en faire toutes les semaines. Mais petit à petit, le nombre de participantes a grossi. Et dès janvier de cette année, j'ai dû faire j'ai dû faire un groupe par semaine. Donc maintenant, j'anime 4 groupes par mois pour les femmes. Et depuis ce mois-ci, j'ai créé un groupe pour les hommes victimes aussi. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle. On commence à en parler un peu ces temps-ci, réellement parce qu'en fait, il y a des cas qui se sont révélés avec des hommes d'église. Tout à fait. Mais sinon, ça passerait complètement à l'as. Non, tu as tout à fait raison. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à écrire sur mon blog, je pensais pas avoir un lectorat masculin. Donc c'est vrai que je pense que le lectorat est la majorité, ce sont des femmes qui me lisent, mais
Moi, c'est depuis l'année dernière, en fait, vers le mois de novembre-décembre, j'ai un homme qui avait commencé à m'écrire pour me demander, tiens, Ania, j'ai vu que tu fais des groupes de parole, voilà, pour les femmes, c'est super, mais voilà, moi, je suis un homme, j'ai subi aussi des violences sexuelles, est-ce que tu connais une asso qui fait ce que tu fais? Donc, j'ai commencé à chercher, je me dis, mais en fait, non, je vois pas. Donc, après, je me dis, mais c'est vrai que pour les femmes, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même des numéros d'appel nationaux pour s'informer, que ce soit viol, femmes, information ou violence faite aux femmes. Et je me dis, même pour les hommes, je ne vois même pas s'il y a un numéro d'appel. Donc, et j'ai cherché, j'ai pas trouvé pour lui. Donc j'ai dit, pour l'instant, je ne connais pas, je peux donner ces numéros d'appel de telle asso féministe. Hein, peut-être qu'ils auront des infos à te donner. Et donc j'ai gardé après les coordonnées de la personne pour dire, un jour, si je fais un groupe pour les hommes, je te tiendrai informé. Pour l'instant, c'est vrai que je n'en fais pas parce que je n'ai pas assez de demandes. Et après, cette année, je commençais à avoir une demande, et puis après une troisième demande. Je me dis, mais en fait, il y a vraiment de la demande. Et je ne pensais pas que mes mots pouvaient résonner pour des hommes. Et je me dis, mais quel que soit le sexe, de toute façon, finalement, on a subi ce type de violence, on peut se retrouver dans mes mots. Donc je dis pas que tout ce que j'ai écrit, c'est pas du tout la vérité absolue pour tout le monde, mais je pense que le type de souffrance que j'ai ressenti, ça peut résonner pour des hommes, pour des femmes. Oui, je pense que c'est pas une question de genre, en fait. C'est une question d'effraction, une question pour dès qu'on est dans une violence incestueuse, d'effraction et de cassure de liens. Donc que ce soit avec un enfant qui était un petit garçon ou avec une petite fille, malheureusement, je pense que c'est assez similaire. Tout à fait. Puis après, je me disais, mais quand même, si j'ai de la demande, et si je me dis, pour les femmes, déjà qu'à Paris, il y avait vraiment pas grand-chose, il y avait quasiment pas de groupe. Je me dis, pour les hommes, à mon avis, il y a encore moins. Et peut-être que pour les hommes, c'est le sujet est peut-être encore plus peut-être tabou. Alors, je veux dire que c'est peut-être plus difficile pour eux d'en parler parce que c'est peut-être moins d'actualité. On parle plus des violences faites aux femmes qu'aux hommes, et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, en fait. On en parle moins. Et je me dis, en fait, ce que j'ai fait pour les femmes, les groupes de femmes, pourquoi je ne pourrais pas refaire la même chose pour les hommes? J'estime que le parcours de reconstruction est le même. Alors peut-être que ça touche à des choses en fait qui sont peut-être un peu différentes, ça peut peut-être toucher à la virilité. Oui, après c'est sociétal. C'est sociétal, mais au-delà de ça, je pense que ça touche plutôt à notre identité profonde, c'est-à-dire nous en tant qu'êtres humains, donc quel que soit le sexe de toute façon. Et quand j'ai eu assez de participants, je me dis, dans ce cas, je vais me lancer, je vais le faire, ce groupe pour les hommes, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et je pense que aussi je fais parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée. Et alors, j'ai eu beaucoup de femmes aussi, mais j'étais étonnée en fait de recevoir autant de soutien d'hommes. Je pensais que c'était un sujet, vu que ça me touche moi en tant que femme, je me dis, mais peut-être que les hommes ne peuvent pas comprendre. Et vraiment, au contraire, dans mon cas, j'ai eu tellement de soutien, d'entraide, d'encouragement de la part d'hommes, ça m'a profondément touchée. Je me dis, mais un jour, j'ai envie de rendre l'appareil, c'est-à-dire que ce que tous les hommes m'ont apporté, ils m'ont aidé vraiment dans mon parcours de reconstruction. Je me dis, mais j'ai envie aussi d'aider à mon tour des hommes qui passent par là, parce que quel que soit le sexe, de toute façon, on a besoin de se reconstruire. Et je me dis, s'il y a personne qui le fait, s'il y a rien qui existe à Paris, mais pourquoi je le ferais pas si je peux le faire, si je l'ai fait pour les femmes, je vois pas quelle est la différence pour les hommes. Bien sûr. Bien sûr. C'est ainsi que je me suis lancée ce mois-ci parce que j'ai trouvé les personnes et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Un parcours de reconstruction n'est jamais fini. En fait, on a toute la vie pour se reconstruire. Et moi, à chaque fois que j'anime un groupe, à chaque fois que j'ai tous ces partages, ces échanges, moi-même, je continue ma reconstruction à moi. Ça me nourrit aussi et ça m'aide. C'est bien, hein, c'est... Bravo. Merci. Et du coup, tu as aussi créé une permanence juridique. Oui, alors ça, c'est grâce à l'ONG. Tu as cité le Salon des Dames, parce qu'à un moment, j'avais un peu de temps et je proposais mes services à Céline du Salon des Dames. Et à un moment, je m'occupais des messages de personnes qui avaient subi des violences. Donc pas forcément des violences sexuelles, mais il s'avérait qu'il y avait souvent des violences sexuelles. Et un jour, j'ai une avocate pénaliste qui m'a écrit, donc grâce à mon engagement dans le Salon des Dames, et qui m'a dit, Ania, si tu veux, si tu as des besoins, moi je suis avocate, je peux te proposer de mon temps. Donc du coup, elle était sur Paris, on s'est rencontrés. Et petit à petit est née l'idée comme ça d'une permanence juridique. Et je me dis, oui, mais ce serait super, mais j'adorerais pouvoir proposer ça dans mon association aux filles que je suis dans les groupes de parole. Et c'est comme ça qu'une fois par mois, on fait une permanence juridique dans l'association. Et alors, j'anime pas moi-même, j'ai la chance d'avoir une avocate. Et maintenant, j'en ai une deuxième qui s'est jointe à ma cause et qui m'offre aussi de son temps. Et voilà, pour conseiller des personnes
voilà, que ce soit des hommes ou des femmes qui ont envie de, voilà, peut-être souvent c'est qui ont envie de porter plainte, qui ne savent pas comment faire, pour avoir des conseils juridiques, savoir les démarches, etc. Et ça, c'est vraiment un plus d'être accompagné avant même qu'on le fasse ou pas de dépôt de plainte de toute façon, mais de connaître nos droits, c'est essentiel. D'autant que du coup, parce que voilà, aller déposer plainte, en fait, c'est pas si simple que ça. Enfin, beaucoup de victimes pensent au départ que c'est le fait d'engager une procédure pénale va leur permettre aussi de se reconstruire, alors que malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, avoir des groupes de parole à côté, je suppose que ça, voilà, ça fait un tout et c'est très encadrant et réconfortant. Tout à fait, face à la justice et à ce qu'on mène au niveau de la justice, qui là n'est absolument pas, et en général beaucoup plus perturbant qu'autre chose. Parce que c'est vrai que par rapport à la justice, voilà, c'est pas tout le monde qui porte plainte, mais les personnes que j'accompagne et qui portent plainte, c'est vrai qu'il y a quand même un délai d'attente. Enfin, on sait pas trop, on n'est pas sûr d'avoir un procès. Et puis si y a un procès, on connaît pas non plus l'issue du procès. Enfin, on peut pas miser sa reconstruction sur dans l'attente du jugement du violeur en fait. Donc on peut pas mettre sa vie en suspens, et les groupes de parole, ça nous permet d'échanger, d'avancer. Et, s'il y a des personnes qui sont aussi en procédure, ça permet d'être assuré, de savoir c'est normal d'attendre, il y a un processus en cours, ou même des personnes qui veulent porter plainte, qui n'ont pas le courage. Enfin, moi, je force personne à porter plainte, j'estime que ça appartient à chacun, c'est notre choix personnel. Moi-même, je ne pouvais pas le faire avant, mais Et moi-même, j'ai jamais voulu le faire, et je ne souhaite pas le faire. Voilà, donc c'est vraiment personnel. Et puis, tu as raison, il y a des gens qui ont besoin peut-être du dépôt de plainte ça fait partie de leur étape de reconstruction. Des gens, comme toi, t'en as pas besoin, t'estimes que tu t'es reconstruite d'une autre façon, en fait, et que t'en as pas besoin aujourd'hui. Donc, c'est vraiment propre à chacun, donc il n'y a pas un modèle de reconstruction. Mais pour les personnes qui ont besoin de cette étape-là, avoir des permanents juridiques ou avoir des conseils d'une avocate, ça nous conforte en fait déjà. Ça permet de savoir de se sentir légitime de le faire aussi. Et d'avoir quelqu'un qui représente la loi qui nous dit je te crois, ce que tu dis, c'est lui coupable, il n'avait pas le droit et c'est puni par la loi, c'est passible de la cour d'assises dans un cas d'un viol. On a besoin de l'entendre en fait d'une personne qui fait autorité. Puis après qu'on le fasse ou pas, c'est possible qu'après ça nous suffise, qu'on n'ait pas besoin de porter plainte, mais juste d'entendre ça, c'est essentiel dans notre parcours de reconstruction. Pour finir, du coup, j'aimerais que tu nous expliques maintenant ta démarche qui t'a permis d'accompagner les résilientes. Alors c'est vrai que tu en as parlé au départ, de ce coaching de vie spécifique aux résilientes. Tu expliquais que c'est ça qui t'a permis, ou en tout cas tu leur permets d'explorer leurs besoins et leurs demandes, leurs aspirations, leurs valeurs, aussi bien que leurs freins, leurs peurs, leurs craintes, pour pouvoir s'en libérer. Mais est-ce que quand même en quelques mots, tu peux nous dire comment ça se passe dans une séance de coaching comme ça avec une résiliente? Si moi j'étais ta cliente, comment ça se passerait? Est-ce qu'on se verrait souvent? Qu'est-ce que tu mettrais en place et en quoi ça m'aiderait? Donc là, c'est les coachings individuels, donc ça c'est différent de ce que je fais en groupe de parole. Les coachings individuels de personnes, donc moi je suis spécialisée pour la résilience après des épreuves traumatiques, notamment des violences sexuelles. Donc alors ça se fait soit en présentiel, donc en face à face. Bon, ça peut se faire aussi à distance par Skype par exemple. Donc c'est des séances qui durent environ 1 heure. Alors la première séance, en fait, c'est vraiment une séance préliminaire où je vais demander déjà d'essayer de comprendre tes attentes, quels sont tes objectifs en fait. Pour avoir un coaching, il faut qu'il y ait un objectif. Donc le travail de coaching, c'est vraiment différent d'un travail de thérapie. Donc c'est-à-dire que moi, je vais pas creuser le passé des gens, je vais pas décrypter ce qui s'est passé. Donc ça se fait en thérapie. Moi, c'est vraiment ciblé sur le moment présent et l'avenir. Donc en fait, je vais travailler sur qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour avancer, pour aller plus loin et vers quoi tu veux tendre en fait. Donc il faut un objectif dans le futur et une situation présente qui te convient pas, que tu as envie de changer. Donc c'est vraiment axé changement, transformation avec un objectif à atteindre. Donc c'est pas des séances qui vont durer des années en fait. Donc ça va être plutôt peut-être entre, disons pour un ordre d'idée, peut-être entre 5 et 10 séances environ. L'espacement, ça peut être, on va dire, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais ça peut être moins long, ça peut être 3 séances, ça suffit, ou ça dépend vraiment de l'objectif. Et c'est vraiment, j'estime que c'est mon client qui est libre en fait
de voir si il estime que l'objectif est atteint avant, qu'il peut interrompre à tout moment le contrat de coaching. Mais en tout cas, pour qu'il y ait un coaching, il faut avoir un objectif défini ensemble à atteindre. D'accord, donc en fait, au départ, on a cette première séance, ou peut-être une ou deux séances où on définit un objectif, ou je définis un objectif avec toi, mais par contre, je ne vais pas être là pour parler de mon histoire, mais si mon objectif est comme tous les objectifs que j'ai pu avoir dans ma vie, je me prends comme exemple, je pourrais être n'importe qui, hein, je ne l'ai pas forcément vécu. Si à chaque fois c'est mon histoire, c'est ce passé qui agit encore dans mon présent et m'empêche d'avancer, si mes freins viennent de ce traumatisme ou voilà, si ça m'éclate à chaque fois à la figure d'une manière ou d'une autre, comment tu fais toi pour prendre ça en compte? Parce que ton client, il va, même s'il n'est pas là pour en parler, il se peut qu'il en parle quand même à certains moments auxquels on parle. Comment tu gères ça? Comment ça se passe? Tu conseilles d'aller faire une thérapie à côté en même temps, finalement, en parallèle? Pour une personne, comme tu dis, voilà, qui revient souvent à son passé, qui a besoin d'essayer de décrypter ce qui est arrivé et d'essayer de comprendre, si sa demande, en fait, c'est vraiment de comprendre le passé, de décrypter et d'assainir son passé, là, en effet, je peux lui conseiller de faire ce travail-là en thérapie. Donc, en coaching, ça peut être, je vais peut-être donner des exemples peut-être plus parlants de personnes, d'objectifs que j'ai accompagnés en coaching. Dans le cadre de violence sexuelle, par exemple, j'ai accompagné une personne, ça peut être, me préparer à une confrontation avec mon violeur. Donc, après, on définissait ensemble qu'est-ce que c'est pour elle se préparer, etc., dans quelles conditions. C'était aussi, j'ai envie de me libérer par la parole et raconter mon histoire, donc à ma famille, ou d'écrire une lettre à mes proches pour leur dire ce qui m'est arrivé. Donc j'ai besoin d'avoir assez confiance en moi pour le faire. Donc en fait, on travaille vraiment sur la confiance en soi, etc. Donc il y a un travail sur ses ressources en fait aussi. Donc c'est vrai que je vais pas dire qu'on va jamais placer des gens en coaching. Dans le coaching, je vais placer des gens, mais juste pour chercher les ressources qui sont en eux. Et d'utiliser ces ressources en fait dans le moment présent pour atteindre un objectif qui peut être par exemple avoir plus confiance en moi, me préparer une confrontation, le dire à mes parents, donc voilà. Mais ça peut être aussi des objectifs comme je suis pas épanouie dans mon travail, je veux changer de travail, donc je peux accompagner sur un objectif comme ça. J'ai envie de, je vais pas reprendre des études par exemple. En fait, il faut qu'il y ait une situation initiale et avec une situation à venir dans le futur, donc il y ait un changement et moi, j'accompagne sur le chemin du changement, en fait. Et dans le passé, j'y vais, mais juste pour rechercher les ressources qu'a la personne. Et c'est vrai que s'il y a des demandes, en fait, qui sont vraiment liées, que j'estime être liées plutôt à une psychothérapie, je vais conseiller, en fait, de faire ce travail-là en thérapie parce que je pourrais pas faire cet accompagnement en coaching. J'ai pour habitude de poser la question, qu'est-ce que ça représente pour toi le flow? S'il y avait un mot de la fin comme ça, qu'est-ce que le flow? Ça peut être plein de choses en fait. Parce que c'est le flux, ça peut être le flux de la vie, ça peut être un flux qu'on a en soi, en fait un flux intérieur aussi. On baigne dans on est dans un monde où il y a partout des ondes, des vibrations, et c'est ça pour moi le flow en fait. C'est les vibrations qu'on émet, c'est les vibrations qu'on reçoit, c'est toutes les ondes autour de nous et le flow, je pense que c'est lié aussi à mon état, mon niveau vibratoire en fait, c'est-à-dire que je vais attirer à moi ce que j'aimais en fait, tu vois. Si j'ai remarqué le fait d'être heureuse, épanouie, j'attire des gens comme toi, tu vois, qui reflètent mon niveau à moi. À l'époque où j'allais pas très bien, où je me questionnais beaucoup, j'avais pas trop le moral, du coup j'attirais à moi plutôt un flux d'une énergie plus basse, on va dire, voilà. Et pour moi, c'est vraiment le flux de la vie et c'est quelque chose qui fluctue, qui n'est pas constant en fait. Le flux n'est pas le même tous les jours, ça dépend de notre énergie aussi intérieure. Donc c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, on va dire. C'est le flux de la vie, l'énergie du monde. Voilà. Merci Ania. Merci Florence.